Bien, bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette sixième séance du TD de croissance économique. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que l'on va terminer le modèle de Ramsey avec, donc cette fois, eh bien, sa résolution centralisée, donc qui introduit effectivement un planificateur central. Et l'on va commencer la troisième fiche de TD, donc avec les théories de la croissance endogène. Et donc on va aborder le modèle de Barrow. Voilà. Alors, le planificateur central, lui, alors déjà, qu'est-ce que c'est? Un planificateur central, c'est comment dire, une autorité politique qui, effectivement, contrôle entièrement sa population et donc décide entièrement de l'allocation des ressources au sein de l'économie. Pour vulgariser, ça serait un gouvernement communiste, quoi, si je vulgarise un peu. Donc précédemment, dans les trois premières questions, on avait un équilibre décentralisé. Donc on avait les ménages qui maximisaient leur propre utilité, ainsi que les entreprises faisaient donc de même, et on arrivait effectivement à un équilibre concurrentiel de l'économie. Là, dans cette question, donc c'est la question 7, ça va être même plus simple parce que l'on aura bien un seul problème d'optimisation qui est celui du planificateur central. Donc lui, ce qu'il veut, c'est voilà, maximiser le bien-être du consommateur. Il est bienveillant, indicateur bienveillant. Donc le programme d'optimisation, c'est lequel? C'est celui-ci. Donc on maximise l'utilité intertemporelle des agents économiques, alors qui dépend de ces deux arguments ici. On aura exponentielle de -2. Et là, cette fois, la différence comparée à avant, c'est qu'il aura deux variables de commande et non plus une seule. Parce que l'État décide de tout, même de la consommation privée. Et l'État a des contraintes de ressources, qui sont que bien le revenu donc par tête est égal effectivement donc à la consommation par tête, donc à l'augmentation du capital. Donc là, ce que je fais ici, c'est tout ce qui est relatif à l'épargne, mais aussi à la dépense publique par tête. Parce que je vous rappelle que la partie taxée de la consommation correspond en fait à la dépense publique par tête. Donc là, si voilà, je vais sortir le cas point, j'aurai donc ceci, YT moins CT moins DKT moins GT. Et là, je vais simplement écrire la forme explicite de YT qui vaut AKT alpha moins DKT moins CT moins GT. Voilà ici donc la contrainte de ressources de l'économie. Il va de soi que je n'ai pas de terme A pour actif financier parce que l'État ici transforme instantanément l'épargne en investissement. Donc là on a vraiment ici l'État, le planificateur central. Voilà. Donc pour ce programme de maximisation, il est ici. Alors, il faut déterminer les conditions de premier ordre, donc je m'attelle à l'hamiltonien. Alors, j'essaie de le faire ici. Donc l'hamiltonien, c'est la fonction objectif qui est donc toujours la même. Voilà. Plus le multiplicateur donc d'Hamilton. Donc on a ici, on va apparaître le cas point. Donc il reste la variable d'état. Voilà. Ce qu'il y a ici, ça correspond toujours au cas point.
Alors la différence par rapport à l'équilibre décentralisé, c'est qu'il y aura non plus 3 CPO, mais il y aura 4 CPO. Ok, c'est la seule différence. Alors j'essaie de les faire toutes là en bas. Alors les deux premières, elles sont liées aux deux variables de commande. Donc la première, c'est la dérivée de l'hamiltonien par rapport donc à la consommation. On met ça égale 0. D'accord. Donc on aura, du coup, là c'est un peu classique, alors on y va. Donc j'aurai eh bien 1 moins 1 sur sigma, donc là c'est le n, alors qui est lui-même divisé par 1 moins 1 sur sigma, donc ça c'est bien. Donc nu', lui' ça va être 1, un, donc un ça va être simplement ct plus gt à la puissance, et bien juste moins 1 sur sigma. Et après, ce que j'ai du ct, oui, j'ai le moins lambda égale 0. Donc j'aurai, je fais ça en rouge ici, la première CPO, ça va être la suivante. Voilà ici la première des 4 CPO. La seconde, donc elle est liée à la seconde variable de commande. Donc ici ça va être bien GT, parce que l'État décide donc de la dépense publique. Et lorsque vous remarquez, donc bon, je vais quand même faire le calcul. Donc on fait la même chose, donc une nouvelle fois, ça sera en fait la même CPO, vous allez voir. Donc j'aurai ceci, n, donc, voilà, à la puissance, donc moins 1 sur sigma, moins, vous voyez que gt est là, donc on aura une nouvelle fois moins lambda égale 0, et donc j'aurai, eh bien, donc là, tac, ça simplifie aussi, donc j'aurai ct plus gt moins 1 sur sigma égale lambda. Vous voyez, effectivement, là et là, j'ai les mêmes CPO. Donc, ce qu'on va faire, c'est par la suite, quand il faudra déterminer bien, la dynamique de la variable donc, de commande, on va en choisir une seule des deux. D'accord. Donc, on va choisir en l'occurrence C. La raison, elle est, bon, on a pu prendre G aussi, c'est juste que les deux sont substituts parfaits. D'accord. Donc, voilà, alors par la suite, vous allez voir, on va juste fixer G à un niveau 0, donc on va aller automatiquement vers C. On aurait pu faire l'inverse dans l'absolu, mais juste ici, voilà, pour vous montrer que, vu que les deux sont substituts parfaits, on a effectivement la même CPO. Donc ça va simplifier la vie par la suite. Concernant les deux restantes, alors je m'attelle à la variable bêta, donc qui reste du capital, donc j'aurai moins dh sur donc dkt. Le paramètre de préférence pour le présent, c'est le même, toujours, c'est ρ. Donc fois lambda égale lambda point. Donc là, alors j'aurai quoi? J'aurai... Donc si je dérive par rapport à k, donc tout ce qui est lié à la fonction objectif, là, je n'ai rien du tout. J'aurai simplement ici la PMK qui va apparaître. Et là, il y a aussi quelque chose à faire. Alors, ça va donner, eh bien, moins, donc, alpha A, kt alpha moins 1, moins delta, eh bien, multiplié par lambda, c'est là, plus rho lambda égale lambda point. Je vais juste effacer ça. Donc là, si je factorise par lambda, facteur commun ici, j'aurai lambda facteur de rho, du coup plus delta, parce
que je vais multiplier par le moins là. Et moins, eh bien, alpha A kt alpha moins 1. Ceci est égal à lambda point. Voilà pour ma troisième CPO. Je vais mettre KM2. Voilà. Et donc la dernière CPO, c'est celle qui est liée au multiplicateur d'Hamilton. Donc là, elle indique simplement que la contrainte budgétaire est saturée, contrainte de ressources, pardon, est saturée à l'optimum. Donc j'ai ceci, donc ça va mener simplement à K point, donc égal, et bien, donc je vais écrire ce que j'ai, hein, K point égale AKT alpha moins DKT moins CT moins GT. Voilà ici pour la quatrième condition de premier ordre. Donc voilà pour les 4 CPO. Alors ce que vous voyez ici, c'est que eh bien, la CPO 1 et 2 sont les mêmes. D'accord? Donc, et l'on a en fait 4 variables ici, qui sont liées au temps. Ah, j'oublie les petits t du lambda à chaque fois. Attendez, je vais quand même bien faire les choses, donc je vais le mettre chaque fois. Voilà. Ok, c'est bon. Ouais. Donc ce que vous voyez ici, c'est que donc, on a 4 CPO, mais en fait il y en a 3, parce que les deux premières sont les mêmes. Or, le souci, c'est que l'on a 4 variables qui sont liées au temps. Il y a la première qui est donc la consommation, ici. On a aussi la dépense publique. On a le capital, il y a ce lambda t. Bon, j'ai mis des t en fait pour en faire apparaître que c'était lié au temps. Donc ici, il y a 4 variables qui sont donc endogènes, hein, et on a seulement, pour le coup, vu que la CPO1 et la CPO2 sont les mêmes, on n'a que 3 équations. Donc il y a ici un souci d'indétermination. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien réduire le nombre de variables, et c'est ce qui est proposé dans la question suivante. On va dire que GT est égal à 0. On peut le faire parce que CT et GT sont des substituts parfaits. Ce qui veut dire que le consommateur est indifférent entre choisir consommer CT ou GT. On aurait pu faire aussi CT égale 0. D'accord? Parce que les deux sont des substituts parfaits. Ok, voilà. Donc ici, en fait, il y a 3 CPO pour 4 variables. Donc les deux de commande, celle d'état et le multiplicateur là. Donc il y a un souci d'indétermination, donc on va réduire artificiellement le nombre de variables à 3 en utilisant le fait que CT et GT sont des substituts qui sont parfaits. Voilà. Donc c'est ce qui est proposé dans la question suivante, la question 8. Alors question 8, il faut déterminer la trajectoire optimale de CT. Donc là on fixe effectivement GT à 0, mais on peut le faire, c'est pas grave, parce que CT et GT sont des substituts qui sont parfaits. Alors, conséquence, on va bien formaliser le fait que GT est égal à 0 dans les CPO. Parce que je vous rappelle que là, ce qu'on vous demande en fait, c'est l'équation d'Euler. Donc la trajectoire optimale d'une variable de commande, c'est l'équation d'Euler. Donc il faut utiliser les CPO. Donc là, je vais d'abord traduire le changement qu'il y a sur les CPO avec le fait que GT est égal à 0. Alors, eh bien, la première CPO va changer parce qu'on aura simplement CT à la puissance moins 1 sur sigma est égal à 0. Ça, c'est la première CPO. Donc, le GT disparaît. La seconde CPO, c'est la même que la première, donc pas la peine de la réécrire. La
Donc la troisième CPO, celle qui est liée à la variable donc d'état. Alors elle, eh bien, elle va simplement rester identique parce qu'il n'y a pas de GT dedans. Donc on aura lambda point égale lambda t fois eh bien, moins alpha fois a kt alpha moins 1 donc plus delta plus rho. Voilà, donc ça c'est la seconde CPO qui reste effectivement identique. Et donc la troisième CPO, celle de la contrainte budgétaire, elle bah, du coup va changer aussi parce qu'il y a du GT. Donc on aura juste eh bien K point égale eh bien AKT alpha moins delta KT moins CT. Donc voilà ici pour la troisième CPO, qui était la quatrième tout à l'heure, mais bon, vu que la seconde saute, je passe de 4 à 3. Alors, et bien là, donc on applique la méthode traditionnelle, hein, si vous voulez. Oula, par contre j'ai fait une petite faute ici. Là, c'est lambda t. Voilà, là on est bon. Bien, donc, alors, la méthode traditionnelle, c'est quoi? C'est que on va travailler avec ce lambda point ici. Donc on va changer ce lambda t en lambda point. Ok. Donc 1 implique quoi? Implique que eh bien lambda point c'est égal à ct à la puissance moins 1 sur sigma, tout cela, point. Ok. Donc bien si l'on passe à la dérivation, donc j'aurai lambda point égale, alors quelle est ici la variable? C'est c, donc je considère la variation de c, et ensuite la dérivée partielle donc de cette fonction par rapport à ct. Donc ça va être du coup quoi? Ça va être moins 1 sur sigma, n i', ça va être 1, un moins 1, ça va être ct, donc à la puissance de moins 1 sur sigma moins 1. Voilà, alors ouais, alors, je vais un petit peu arranger, un petit peu. Je vais dire que lambda point est égal à c point, facteur de moins 1 sur sigma, ct, donc je vais additionner les puissances ici, donc j'aurai juste, eh bien, ça va faire moins 1 plus sigma, entre parenthèses, sur sigma. Alors voilà ici, pour cette CPO transformée, donc le coefficient est 4. Et donc bien là, on n'a plus qu'à substituer en fait, comme on le fait d'habitude. Hein. Donc là on substitue 4 dans 2. Okay. Donc on aura, eh bien, ouais, donc on aura, c'est parti, donc j'ai ces points, donc sur la moins 1 sur sigma, donc fois ct à la puissance moins 1 plus sigma sur sigma, donc lambda point égale, donc lambda t je le remplace aussi, donc là, en fait il y a aussi 1 qui va dans 2, hein. Donc il y a les 2 qu'on substitue, donc ça c'était substitué ici, le lambda t qui est là, je vais le changer aussi, donc je vais marquer simplement, eh bien ct puissance moins 1 sur sigma, et donc fois le reste qui est, lui, ne change pas. Voilà, donc là, effectivement, il y aura une simplification à faire entre là et là.
Donc il va me rester quoi? Donc j'aurai ces points. Je vais juste passer ceci à droite. Donc il y aura en fait un moins sigma, parce que je me suis par l'inverse. Et en fait je vais simplifier par ça et ça. Donc il va me rester en fait la puissance moins 1. Bon, ce que j'ai fait ici c'est même inutile. Hein. J'aurais pu rester là, j'aurais vu directement. Donc il va me rester eh bien, Ct à la puissance moins 1, facteur de moins alpha AKT alpha moins 1 plus delta plus rho. Et là, bah, ça y est, c'est fini. Donc j'aurai ces points sur Ct égale. Alors, bah là, je vais juste enlever ce moins là qui m'embête un petit peu. Faut voir plus clair. Donc j'aurai sigma facteur de la alpha A kt alpha moins 1. Du coup, moins delta moins rho. Donc voilà ici pour bien mon équation de l'air. Alors, ce que l'on voit une nouvelle fois, c'est que effectivement, ce qu'il y a là, c'est la PMK. D'accord. Donc si la PMK, si le capital est trop élevé, la PMK est trop basse, donc elle ne pourra plus compenser ces forces négatives ici, accentuée avec la préférence pour le présent. Donc la croissance de la consommation va s'arrêter et on sera bien en état stationnaire. Donc on a toujours cette problématique de Solow qui n'est pas résolue dans Ramsey. Donc voilà ici pour bien la dynamique, la trajectoire optimale de la consommation. Voilà pour cette question 8. Alors dans la question 9, on vous demande en fait ce qui se passe si l'on a un niveau de dépenses publiques par habitant qui est bien positif et qui reste inférieur au niveau de consommation privée. Alors ici, quel rôle a l'hypothèse de parfaite substituabilité? Donc si je représentais ce qui se passait avec un diagramme de phase, je ne vais pas le faire une troisième fois, mais bon, on aurait quelque chose comme ça. On aurait ici tous les points, et bien ces points égale 0 qui amène à K étoile, et j'aurai K étoile, et j'aurai donc un niveau de, voilà, la cloche ici avec le pic qui est après, d'accord, après l'intersection. Donc j'aurai ici K point égale 0. Maintenant, ce qui se passe, si j'ai un niveau de, de consommation publique par habitant qui est positif et qu'il y a substituabilité parfaite, là j'assisterai simplement à une éviction parfaite entre consommation et donc des privés et publics. Donc j'aurai en fait une cloche qui serait plus basse, mais en fait exactement à peu près voilà, au même niveau. Bon, ouais, une fois que je l'ai faite, je vais la reprendre. Donc elle serait juste plus basse. Donc j'aurais quelque chose qui serait en gros comme ça. Voilà. Donc j'assisterai en fait à une baisse du C étoile qui correspond à la proportion de GT. D'accord. Voilà. Ok, donc ça, la baisse ici, c'est la proportion en fait de mon niveau de dépense publique à l'état stationnaire. Donc voilà, et ça c'est, donc ici, alors pour résumer ce que j'ai dit, donc la substituabilité parfaite, elle implique une éviction parfaite. Voilà ce que ça implique. Maintenant, est-ce que c'est au niveau socialement optimal, est-ce que c'est désirable? Alors, encore une fois, il n'y a aucun changement.
parce que le consommateur, pour lui, l'utilité marginale donc de consommation privée ou publique, c'est la même. Donc il n'y a aucune conséquence du point de vue social. Maintenant, on a cela à cause d'une chose. Donc, c'est la deuxième partie de la question. Ici, donc, ces dépenses publiques doivent être financées. Et elles sont financées par une taxation. D'accord? Donc, ici, GT est financé par, eh bien, donc, taux T qui s'applique à la consommation. Ok. Donc, en fait, étant donné qu'il y a ça, si je prends bien ma dynamique de variable de commande, donc on voit ces points sur CP égale, eh bien, sigma, je reprends hein, l'équation de l'heure que l'on avait. Donc ici, vous voyez qu'il n'y a aucune conséquence de la taxation. Qui porte sur la consommation, donc qui n'est pas, en fait, le terme c'est distorsionnaire. Donc dans le cas eh bien, d'une taxation par la consommation, et dans le cas d'une substituabilité parfaite entre consommation publique et privée, il n'y a aucune conséquence sur le bien-être social. D'accord? Parce que, eh bien ici, vous voyez que ça n'a aucune conséquence sur le niveau de consommation. D'accord? Et le consommateur, il est indifférent entre les deux. Maintenant, si on taxait cette fois, si on avait une taxation qui portait sur le capital pour financer ces dépenses publiques, là, il y aura un problème. Pourquoi? Parce que si on taxait le capital, en fait, on passerait de RT à eh bien, 1 moins taux T RT. Parce qu'on taxerait bien les revenus du capital. S'il y avait ce cas de figure là, ça n'irait pas. Parce que vous voyez qu'en fait, donc ici on suppose que l'on est en CPP, hein, on suppose ça. Donc en CPP, PMK est égal à RT. Donc l'équation de l'heure, ça deviendrait ceci. K moins ρ. Donc la rémunération du capital, si elle est taxée, donc ça en fait c'est la RT, hein, c'est vraiment le capital. S'il est taxé, si on taxe celui-là pour financer les dépenses publiques, même s'il y a parfaite substituabilité entre consommation publique et privée, là il y a un problème, parce que vous voyez effectivement que ici on viendra diminuer, donc on viendra diminuer la croissance, donc ces points sur CP. Donc là, si vous voulez, on va réduire la taille du gâteau, quoi. Donc il ne faut pas effectivement financer ce bien public par une taxation sur le capital. Voilà. Donc ici, vu que c'est une taxe sur la consommation et subsidiabilité parfaite, il n'y a aucune conséquence sur le bien social. Voilà pour cette question. Alors, pour cette fiche de TD3, on va introduire la croissance endogène. Donc c'est simplement un monde où l'on a
eh bien, une croissance infinie avec des ressources finies. Donc c'est le paradigme que l'on a effectivement aujourd'hui, depuis une trentaine d'années même, on déploie une croissance économique qui peut être infinie. Donc là, on est vraiment plus en concret, de plus en plus. Donc c'est vraiment l'idée de la progression du cours ce semestre, c'est ça. Alors ici, on a ce modèle donc de Barreau 90. Alors lui, ce qu'il va faire, comme beaucoup de modèles de la croissance endogène, il va neutraliser le rendement décroissant du capital. Donc la PMK qui baisse constamment ne va plus baisser constamment. Il va permettre une croissance continue de la consommation. Donc là, on lève un frein que l'on avait avec Solo, parce que la consommation dépendait effectivement de l'évolution du capital, et Ramsey qui n'a pas arrangé le problème. Il a juste rajouté la notion de préférence pour le présent, le comportement des consommateurs, mais on a toujours cet état stationnaire où on a effectivement des variables par tête ou par travailleur efficace qui sont stables. Voilà. Donc Barreau, lui, c'est l'un des modèles de croissance endogène. Alors, donc lui, sa fonction de production, c'est la suivante. C'est Y égale A, K alpha, ça on connaît, L 1 moins alpha, ça on connaît, et on a un G puissance 1 moins alpha. Donc Barreau, lui, ce qu'il fait, c'est toujours, je trouve, très pertinent, il introduit cette variable qui sont les dépenses publiques dites productives. Donc ce sont des dépenses publiques qui sont effectivement source de croissance économique. Donc lui considère vraiment que ce sont les dépenses d'infrastructure, de recherche en développement, enfin de création de capital, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment ces dépenses-là qui créent de la croissance à long terme, c'est pas augmenter les salaires des profs ou je sais pas, de l'armée, ça c'est un effet de court terme, voilà, mais à long terme, ce qui augmente le niveau de croissance potentielle, c'est vraiment la structure capitalistique de l'économie. Donc Barreau lui traduit cette idée-là, effectivement, ici. Alors, il suppose, effectivement, c'est toujours le cas, que le budget d'État est équilibré. Donc il va supposer que eh bien, les dépenses publiques sont égales donc, à une taxation qui porte sur le PIB. Donc taux, en fait, c'est simplement le niveau de prélèvement obligatoire de l'économie. Voilà. Donc, hypothèse simplificatrice, on va supposer qu'il n'y a pas de croissance économique. Donc il y a ici un seul agent représentatif. Donc il y a n qui va être égal à 0%. On garde encore ici une épargne qui va être endogène. Donc là en fait, on va garder le cadre de Ramsey. Donc endogène. Donc c'est-à-dire qu'on a un agent qui est producteur et consommateur à la fois. Donc là on n'aura pas les entreprises. Donc l'agent va tout faire. Et donc la fonction d'utilité, c'est la suivante. C'est donc toujours une utilité dite intertemporelle. Donc qui va dépendre de la consommation privée. Donc qui vaut la chose suivante. Donc t égale 0. Voilà. Donc là, ici, on a l'utilité du ménage. Voilà donc pour tout ce qui est paramètres du modèle. Donc, première question. On vous demande eh bien, de trouver la forme intensive de la fonction de production et la contrainte de ressources de l'agent représentatif. Alors, pour la forme intensive, donc ici, vous voyez qu'il n'y a pas de progrès technique. Donc, il n'y a pas de notion de travailleur
efficace. D'accord. Donc on va juste considérer ici, on va faire, c'est tout simple, on va faire y divisé par l. Ok. Donc ça fait quoi? Ça va faire, eh bien, AK alpha L 1 moins alpha, G 1 moins alpha. Donc sur L, donc ici on aura juste petit y qui vaut, eh bien, à petit k alpha, G 1 moins alpha. D'accord. Donc ici ce que l'on voit, c'est qu'effectivement ces dépenses publiques productives sont un véritable facteur de production. Donc agissent favorablement sur le niveau de, en gros, revenu par tête. Ok, voilà. Et pour la contrainte de ressources de l'agent représentatif, alors, eh bien, simplement, bon, c'est quoi? Donc il a son revenu, d'accord, son revenu, petit y. Alors j'ai oublié les petits t, à chaque fois je le fais. Bon, je vais les mettre dès à présent, c'est pas dramatique s'ils sont oubliés. Voilà. Ok, là c'est bon. Donc quand on a donc le revenu en T, c'est quoi? Soit effectivement il est consommé, soit il est épargné puis investi, et voilà. Par contre, il ne faut pas oublier que ici, il y a une taxe qui porte sur vos revenus. Donc ça, c'est pour l'agent représentatif, donc le ménage, quoi, qui est consommateur et producteur à la fois. Mais lui, concrètement, sa contrainte budgétaire, c'est quoi? C'est son revenu taxé, c'est sa consommation, plus son épargne qu'il investit directement. Donc si on sort ici le K point, on aura simplement un K point qui vaut, eh bien, 1 moins taux YT moins CT moins delta KT. Voilà ici pour, donc je mettrai l'équation 1 et 2. Voilà. Voilà pour cette première question. Alors deuxième question, ce sera la dernière du TD. On va trouver la dynamique de l'économie, mais donc décentralisée. Donc on aura eh bien, le ménage. Alors, en théorie, c'est ménage et entreprise qui maximisent chacun eh bien, leur utilité. Et on a les profits pour l'entreprise, et on a effectivement une équipe concurrentielle qui détermine la dynamique de la consommation. Là, c'est eh bien, ménage et entreprise, c'est la même chose, c'est un ménage qui est consommateur et producteur. Donc ça reste décentralisé parce que ce n'est pas l'État, le planificateur central, qui décide de l'allocation des ressources de l'économie, mais le ménage, eh bien, consommateur-producteur. Donc ce ménage-là, il a un problème de maximisation que l'on n'a pas encore écrit, mais bon, je vais l'écrire. Donc on a un Hamiltonien. Alors, avant l'Hamiltonien, je vais faire le max. Voilà. Donc le ménage consommateur-producteur, il maximise son utilité, donc utilité intertemporelle. Donc c'est-à-dire, eh bien, alors UT, pardon, U de CT, donc U de CT égale, alors, donc c'est T égale 0 jusqu'à plus l'infini, petit U de CT, donc actualiser, l'air sous la courbe. Voilà, donc il a une variable de commande qui est la consommation, et il a une contrainte eh bien, budgétaire, contrainte de ressources, que l'on détermine ici. Donc, on a trouvé précédemment. Donc c'était K point égale 1 moins taux Y T moins CT moins delta KT. Voilà ici, pour son problème de maximisation, donc d'utilité intertemporelle,
Alors comme d'hab, je suppose que les contraintes de positivité donc sont positives, hein, donc on démarre, oui forcément sont respectées. Donc on a ici, voilà, cela, idem pour la transversalité. Donc, alors ici, l'hamiltonien, eh bien, on prend la fonction objectif, qui est la suivante, donc c'est une fonction CES. Voilà, qui est là. Il y a toujours ce multiplicateur d'Hamilton, qui ne change pas, et on met donc dans la parenthèse la variation donc de la variable bêta, donc le k point. Donc c'est 1 moins taux. Alors je vais carrément écrire directement le yt de manière explicite. Donc c'est a kt alpha. Il y a ce gt qui se rajoute en plus. Voilà, moins donc ct moins delta kt. Voilà ici l'hamiltonien. Donc au niveau des CPO, il y en a 3. Donc la première, c'est celle de la variable de commande. Donc on met égal 0. Alors on aura simplement la dérivée, alors ici et là. Alors j'y vais. Donc ça nous fait 1 moins 1 sur sigma sur 1 moins 1 sur sigma fois ct à la puissance, eh bien, moins 1 sur sigma, moins lambda t égale 0. Tac, tac. Donc simplement ici, j'ai eh bien, ct moins 1 sur sigma égale lambda t. Donc voilà pour la première CPO. Donc c'est l'équation numéro 3, si je suis l'ordre de l'exercice. Pour la seconde CPO, donc celle qui est liée à la variable de commande, donc on a moins la dérivée de l'hamiltonien par rapport à la variable de commande, plus le paramètre de préférence pour le présent, fois lambda t égale lambda point. Donc ça nous fait ici, alors j'ai du kt, où est-ce que j'en ai? J'en ai alors là et là. Donc ça nous fait alors lambda, donc moins lambda t, facteur de, alors il y a ce 1 moins taux, il y a ce a, alpha, kt alpha moins 1, et il y a ce gt qui est là aussi. Et il y a ce moins delta qui est là aussi. Donc plus rho lambda t égale lambda point. Et là, comme d'hab, on factorise par les deux lambda t qui sont là. Et l'on aura eh bien, lambda t facteur de eh bien, 1 moins taux alpha kt alpha moins 1 gt1 moins alpha. Alors, donc là j'ai un moins devant que je mets, le moins du lambda je le mets là, et du coup le moins ici sigma, delta pardon, devient un plus delta, et ici il y a le plus rho qui est juste après, voilà, égale lambda point. Donc là j'ai ma seconde CPO, qui est un peu plus complexe que précédemment, parce qu'il y a le terme GT là qui se rajoute, sinon c'est très proche. Et donc la dernière CPO, c'est celle qui est liée à la saturation de la contrainte budgétaire. Donc j'aurai simplement delta, donc dérive hamiltonien par rapport à lambda t égale k point, ce qui implique que effectivement k point est égal à, eh bien, donc 1 moins taux AKT alpha GT1 moins alpha moins CT moins delta KT. Donc voilà ici pour la cinquième
équation qui correspond à ma troisième CPO. Bien, donc on peut appliquer ce que l'on fait d'habitude, donc on va simplement différencier ceci par rapport au temps et on va remplacer dans l'équation 4. Ok, voilà. Donc je passe à la slide suivante, à moins que je le fasse, je vais faire quand même ici la différenciation par rapport au temps. Donc là il faut que j'ai ce lambda point, donc ici ça implique que lambda point est égal à Ct moins 1 sur sigma point. Donc ça veut dire que lambda point est égal à C point. Donc la dérivée partielle maintenant ça va être moins 1 sur sigma Ct moins 1 sur sigma moins 20. Donc voilà ici pour le lambda point. Donc c'est l'équation numéro, c'est la 6. Donc étape suivante, ça va être de mettre 6 dans 4 ainsi que 3 dans 4. Et là, on va arriver à l'équation de l'heure. Donc comme d'hab. Donc je passe à la slide suivante. Alors, si je reprends mes équations précédentes, donc la troisième équation c'était la première CPO, donc c'est lambda t égale Ct moins 1 sur sigma. Ça c'est en fait l'équation numéro 3. Équation numéro 4, c'était lambda point égale lambda t facteur de ce bazar là, moins 1 moins taux a alpha kt alpha moins 1 g de t 1 moins alpha moins plus pardon rho plus delta. Voilà, donc ça c'est l'équation 4. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai déterminé une sixième équation qui était en fait ceci. Donc c'est lambda point égale donc c point fois moins 1 sur sigma fois ct puissance moins 1 sur sigma moins 20. Voilà. Bon, c'est assez lourd, hein. Okay. Bon, là ce qu'on va faire, donc comme dit, on va substituer. Donc on va mettre 3 dans 4 et 6 dans 4. Alors on y va. Donc lambda point devient c point fois moins 1 sur sigma fois ct puissance moins 1 sur sigma moins 1. Le lambda t qui est là devient ct puissance moins 1 sur sigma. Et donc, après, par la suite, j'ai tout cela. Moins 1 moins t, alpha, kt, alpha moins 1. Faut tout réécrire. Hein. Alors, on va un petit peu simplifier. Donc, avec les ct ici. Tac, tac. Donc, il va rester juste. Donc, j'ai le c point sur ct. Ça y est. Égal, je vais passer ceci à droite. Donc, j'aurai sigma. Je vais enlever le moins par la même occasion. Donc, sigma, facteur de, 1 moins taux a alpha kt alpha moins 1 gt1 moins alpha moins rho moins delta. Voilà. Donc ça c'est mon équation numéro 7, mais je n'ai pas entièrement fini. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser l'information aussi que le gouvernement, ce qu'il fait, c'est qu'il équilibre son budget, sa contrainte budgétaire. Donc on a GT qui est égal en fait
à taux fois petit yt. Pourquoi petit yt? Parce que L est égal à 1. Donc la variable agrégée se confond ici, la dimension agrégée se confond avec la dimension par tête. Donc ça c'est bien le revenu du ménage représentatif fois taux, qui est égal effectivement aux dépenses publiques de l'économie. Donc là, si je remplace le YT par sa valeur, j'aurai GT qui est égal à taux facteur 2. Alors YT c'est quoi? La forme intensive, on l'a trouvé dans la question 1. La forme intensive c'est A bien KT alpha fois GT 1 moins alpha. Ok. Donc là, eh bien, je vais juste arranger ça et ça. Donc j'aurai GT à la puissance, donc alpha, égale taux AKT alpha. Et là, si j'enlève le alpha, donc j'aurai eh bien GT qui vaut eh bien taux fois A à la puissance 1 sur alpha fois KT à la puissance alpha sur alpha qui fait 1. Donc là, en fait, je détermine une équation 8. Donc on va juste substituer 8 dans 7 pour enlever le GT. Donc là, ici, l'information qu'on apporte, c'est que le gouvernement eh bien, équilibre eh bien, son budget. D'accord? Donc si j'introduis cette information-là, que se passe-t-il? Eh bien, j'aurai donc C point sur CT égale sigma. Donc facteur de 1 moins taux, alors fois A, fois alpha, KT alpha moins 1, je ne bouge pas, et là je remplace, fois, alors, taux fois A puissance, alors c'est à la puissance 1 moins alpha, donc je vois en fait à la puissance 1 moins alpha sur alpha, fois, eh bien, KT à la puissance 1 moins alpha, moins ρ, moins delta. Voilà. J'essaie de ne pas me tromper, mais je crois que c'est effectivement ceci. On est sur le bon bout. Ce que vous voyez, c'est que, en fait, Barreau, avec son modèle de croissance endogène, va neutraliser la loi des rendements décroissants du capital, qui freinait la croissance économique, donc la croissance de la consommation. Comment? Et regardez, ceci et cela. Donc si je mets les cas ensemble, j'aurai KT puissance alpha moins 1 plus 1 moins alpha. Donc tout va se supprimer. Donc j'aurai un KT à la puissance 0. Donc un KT à la puissance 13, c'est-à-dire ça vaut 1. Donc là, Barreau il neutralise eh bien, les rendements décroissants du capital. Donc c'est l'immense apport à la théorie de la croissance qui est là, c'est que Barreau neutralise les rendements décroissants du capital. Voilà. Donc il va me rester quoi? Il va me rester simplement C points sur CP égale sigma facteur de 1 moins taux. Alors est-ce que j'arrange les A ensemble ou pas? Allez oui, donc je vais arranger les c'est vraiment secondaire. Hein. Donc ici j'ai un A puissance 1 et là j'ai un A puissance 1 moins alpha sur alpha. Donc ça va nous faire un A puissance 1 sur alpha. 1 sur alpha, donc fois alpha, KT n'y est plus, n'existe plus.
fois tau qui lui est à la puissance 1 moins alpha sur alpha. Voilà, on a tout ça. Et donc, moins rho moins delta. Donc voilà enfin mon équation d'Euler du modèle de Barrow, donc équation. Donc là vraiment ce qu'on voit c'est qu'il n'y a plus de PMK, il n'y a plus de capital dans cette équation d'Euler. Donc cela disparaît. Et ça c'est donc ce qui implique que eh bien, ces points sur ces T, eh si vous avez eh bien, tout cela, attendez je vais juste, ouais c'est bon c'est ça. Hein. Ouais. Donc si on a en fait tout cela ici qui est plus grand que ces deux paramètres, et on a une croissance de la consommation qui est indéfiniment positive. Donc une croissance infinie dans notre monde fini. Donc c'est là que ça vient. Cette formule a été théorisée donc à la fin des années 80, début des années 90, par ces économistes. Elle est là. Voilà, donc c'est le grand rapport de la croissance endogène. Donc il y a deux autres auteurs qui sont Lucas et Romer. Romer qui fait prix Nobel il y a 1 an, 2 ans. Donc prochaine semaine on verra plus en détail voilà ce modèle là. Mais là déjà, voilà l'apport principal il est vraiment là. Donc voilà pour aujourd'hui, c'en est fini. Du coup, bonne semaine à vous et à la semaine prochaine.